Bonsoir, je suis très content d'être avec vous, TEDx Fribourg, le seul TEDx où il y a plus de speakers et d'organisateurs que de public. Donc voilà, le thème de ce TEDx, c'est le rebond, le changement de carrière. Et souvent, ces événements sont organisés un peu en crescendo avec un feu d'artifice final. Pas aujourd'hui. Désolé, non, moi, mon changement de carrière, c'est pas très impressionnant. C'est pas Ronald Reagan qui passe d'acteur à président des États-Unis. C'est même pas Yannick Noah qui passe de bon tennisman à mauvais chanteur. Moi, j'étais étudiant en HEC et je suis devenu humoriste. Voilà, donc la seule différence, c'est qu'avant, je racontais des conneries à l'oreille de mon voisin. Maintenant, je raconte des conneries dans un micro et puis on me donne de l'argent. Enfin, pas aujourd'hui, mais d'habitude. Donc, par rapport à Ali qui a fui la guerre, moi j'ai fui l'auditoire. C'est pas le même niveau de bravoure, donc je me sens pas tout à fait légitime à être debout devant vous et parler, et encore moins légitime de gentiment me moquer de tous les intervenants avant moi, mais je vais le faire quand même. On a commencé avec Alain. Alors Alain, il est passé de membre du groupe de rock The Young Gods à joueur de sitar. Je pense que ça fait moins de groupies quand même. Je sais pas, moi j'ai jamais entendu des nanas discuter et dire tu préfères le chanteur ou le guitariste. Ah non, moi celui qui a la sitar. Et Ravi Shankar, qui était le joueur de sitar le plus connu de l'histoire, sa fille c'est Norah Jones. Donc Alain, si t'as une fille, je veux bien son numéro. On a eu ensuite Christophe. Christophe, ich habe nicht alles verstehen. Aber es war toll, ja. 9 ans d'allemand pour baragouiner une phrase. Merci l'éducation vaudoise. Donc Christophe, il est électropasteur. Je pense que c'est le seul. Pas beaucoup de collègues. Bon, remarquez, Jésus, il était bien charpentier, donc ça, franchement... Bon, à la fin de sa carrière, il aimait moins le bois. Quand c'est pas toi qui tiens le marteau, c'est moins rigolo tout de suite. Non, ce qui est bien avec Christophe, c'est que s'il veut aider quelqu'un à trouver la lumière, soit il peut lui parler de Jésus, soit il peut changer l'ampoule. Donc il y a... Et la plupart des gens qui entament une carrière religieuse, souvent c'est parce qu'ils ont vécu une expérience extraordinaire. Christophe, il a mis les doigts dans la prise à un moment donné. Bitte nicht übersetzen, danke. Ensuite, on a eu Benoît. Benoît, j'ai beaucoup aimé ta présentation. Il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que tu nous as mis un slide d'une très jolie femme et après tu nous as dit fermer les yeux. J'étais un petit peu frustré. Bon, après j'ai fermé les yeux, t'as fait ton truc de relaxation, je les ai rouverts, c'était à mon tour de parler. Donc, c'était assez efficace. J'ai bien aimé quand t'as dit penser à un moment de bonheur intense comme la naissance d'un enfant. Ça se voit juste que c'est pas toi qui accouches. Ensuite, on a eu Ali. Alors Ali, c'est un témoignage très touchant qu'on m'a traduit. Et ça nous montre quand même qu'on a un petit peu de boulot à faire en termes de pays d'accueil. Parce qu'un type qui fuit la guerre comme ça, qui fait cette route si difficile et qu'on enferme pendant 5 ans dans un village en Suisse allemande. Au bout d'un moment, il devait se dire que la guerre, c'était pas si horrible que ça, quoi. Enfin, putain. J'ai eu de la peine pour lui, quand même. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que maintenant, il est libre et il s'est installé à Thun. Enfin, t'as fait 4000 km, encore un petit effort. Enfin, t'es plus très loin, là. 20 km, t'es du bon côté du Rüstigraben. Continue, viens. Et il a son passeport suisse, Ali, et ça, je trouve qu'il le mérite vraiment, déjà parce qu'il parle beaucoup mieux allemand que moi. Et surtout parce que j'ai pas tout compris, mais il a dit au moins 45 fois le mot Arbeiten, donc c'est bon, il le mérite, son passeport suisse. Et si j'ai bien compris, Ali, il aimerait retourner à l'université depuis 19 ans et on le laisse pas. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui sont nés quand il a demandé la première fois, qui maintenant sont à l'uni, puis lui, on le laisse pas. Là, c'était pas une blague, c'était juste pour qu'on se rende compte à quel point on est con. Ensuite, il y a eu Adèle. Merci, madame. C'est à peu près ce que ça méritait. Si on m'avait dit qu'un jour je serais sur la même scène qu'Adèle des To Be Three,
j'aurais sans doute répondu Adèle, c'était le troisième, ouais, c'est ça. Moi, j'adorais ce nom parce que vous avez quand même choisi un nom qui comporte le seul mot anglais qu'aucun francophone arrive à prononcer. Moi, quand j'étais gamin, on pouvait pas parler de ton groupe sans postillonner à la gueule de tous ses potes. C'était formidable. Et je trouve vachement intéressant de savoir comment t'as pu rebondir après un succès aussi fulgurant qu'éphémère. T'aurais pu totalement changer de secteur et devenir chanteur, mais non. L'aviation d'affaires. C'est assez ironique parce qu'à l'époque, toutes les filles voulaient s'envoyer en l'air avec les 2B3 et maintenant c'est les hommes d'affaires qui le font. Donc, et bien sûr, Krista, alors là j'étais. Je me suis senti un peu insignifiant parce que c'est là que tu te rends compte que dans ta vie t'as pas vraiment eu d'obstacles. Et moi, je suis né mec dans ma tête et avec un corps de mec. Enfin, c'est pas le corps de Ryan Gosling, mais tu vois, ça fait l'affaire. Et c'est que tu dis, Dieu, il doit quand même. Enfin, c'est quoi son problème? Je sais pas, Christophe peut nous répondre peut-être, mais. Il fait naître des gens avec le genre qui correspond pas au sexe. Il picole, il se trompe de ligne, qu'est-ce qu'il fait? Enfin. Dieu, donner un pénis à une femme, ça sert à rien. C'est comme donner du dentifrice à un canard, il va pas s'en servir. Enfin, ça va l'encombrer. Donne ce pénis à un des mecs à qui t'as filé un vagin. Enfin, faut quand même être sûr. Donc voilà, j'écoute tous ces témoignages et je crois que j'ai rarement été aussi mal à l'aise de ma vie de dire je dois remonter sur scène, me moquer d'eux et après parler de moi. Je pense que s'ils m'ont mis en dernier, c'est pour m'humilier et pour que pendant la journée, je me dise tiens, est-ce que je vais pas changer de carrière une deuxième fois avant de monter sur scène pour que ce soit plus impressionnant à raconter. Alors je voulais vous dire, vous êtes les premiers ici, Fribourg, à savoir, je vais aller en jetpack sur la Lune. Non, je vais pas le faire, c'est beaucoup trop fatigant. Parce que moi, en fait, c'est comme ça que je prends mes décisions. J'ai un modèle de décision, voilà. Qui est basé sur l'envie, donc les envies que j'ai de faire les choses. Et ce qui détermine si je le fais ou pas, c'est ce seuil-là, qui est le seuil de flemme, voilà. Et c'est comme ça que je prends mes décisions. Donc on voit que faire un TED Talk, j'avais envie, mais pas assez pour le faire. Et après, on m'a contacté, j'ai dit oui. Du coup, j'étais obligé de le faire. Et avec ce deuxième élément, on voit que je fais ces trois actions. Et donc voilà, on m'a demandé de venir un peu parler aussi de mon changement de carrière. Si je vous fais la version courte, en gros, j'ai réalisé que j'avais plus envie de raconter des conneries que d'être assis derrière un bureau à essayer de pas en faire. Du coup, je suis devenu humoriste et ça a marché. Voilà. Mais je sais qu'un TED Talk, c'est pas ça. Donc non, je sais qu'un TED Talk, c'est pas ça, qu'il faut donner un peu plus de détails et tout, et qu'il faut donner 2-3 anecdotes personnelles, 1 ou 2 formules qui font sourire, qu'il faut essayer d'inspirer les gens et qu'il faut faire ça avec les mains. Ouais, pour l'instant, j'ai trouvé que le truc des mains. Non, donc il y a un truc peut-être qui est. Je sais pas comment inspirer avec ce que j'ai fait parce que j'ai pas envie que des gens deviennent humoristes parce qu'il y a assez de concurrence. Donc ça, je vais pas vous encourager à le faire, mais des trucs qui s'appliquent un peu peut-être plus généralement. J'ai l'impression qu'en Suisse, c'est peut-être pareil ailleurs, mais c'est le pays que je connais le mieux, on a un petit peu un manque d'ambition et d'originalité dans le moment des choix des carrières, et j'ai l'impression que par rapport à ce modèle, on surestime nos obligations et on en invente certaines. Alors, les impôts, ça il faut faire. Ça, c'est pas, vous pouvez pas y couper, sauf si vous êtes très très riche et que vous connaissez un avocat genevois. Là, c'est bon, il y a pas besoin, mais faites-le. Mais les autres obligations, j'ai l'impression qu'on a un truc très suisse, c'est la convenance, le consensus. On nous dit à 6 ans, quand on colorie, qu'il faut pas dépasser, puis on oublie de nous dire à 20 ans, maintenant vous pouvez dépasser, c'est bon. On reste dans un espèce de cadre. Et je dis pas qu'il faut tous s'acheter un kéfier et puis taguer un A anarchiste au Tipex sur un sac pack puis dire le système est pourri. Mais peut-être que ce serait pas con de se poser la question, est-ce que ma vie et ma profession me plaît avant ces 30 ans? J'ai fait exprès de prendre 30 ans parce que je pense que je suis un des rares dans la salle à être en dessous, comme ça vous vous sentez tous vieux maintenant. Et moi je pense que mon parcours c'est un exemple de ce qui peut se passer quand on se pose les bonnes questions au bon moment. Vous avez vu comme j'ai l'air sûr de moi quand j'ai dit ça? On aurait dit Steve Jobs à une conférence Apple, quoi. What happens when you ask yourself the right questions at the right moments? Then the right answer is the new Apple iPhone 6X Maxi Plus at $999. Je sais plus de quoi je parlais. Non, voilà, moi, donc, quand j'étais petit, je voulais être contrôleur de train. Il faut que j'aille vite. Parce que mon grand-père était contrôleur de train, et puis je l'aimais bien. Et puis après, j'ai réalisé que c'était chiant.
À l'adolescence, je voulais être rappeur. Parce que j'étais persuadé d'être noir. Voilà. Et après, ouais. Et après, j'ai réalisé que j'avais pas le sens de rythme et que habillé comme ça, j'allais jamais perdre ma virginité. Donc j'ai arrêté assez rapidement. Et je savais pas trop quoi faire, et je faisais des bonnes notes à l'école, et du coup, les profs me disaient que je devais faire des études. Parce que quand on fait des bonnes notes, on dit qu'on doit faire des études, et quand on fait des mauvaises notes, les profs disent qu'il faut choisir un métier. Et c'est important de faire des études, je trouve, si on a l'opportunité, parce que ça permet de se trouver un peu, même si on sait pas trop ce qu'on étudie, comme c'était le cas pour moi, et puis aussi de repousser le moment où d'entrer dans la vie active, parce que ça arrivera bien assez vite. Et oui, ça coûte cher à la collectivité, mais ma génération, on va passer notre vie à payer vos retraites, et quand on sera à l'âge de la retraite, il n'y aura plus rien, donc arrêtez de nous casser les couilles. Mais souvent, du coup, quand on est aux études, on se pose pas la question de ce qu'on va faire de notre vie, parce que c'est la question la plus flippante du monde. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Pour moi, c'est dans le top 3 avec est-ce que j'ai éteint le gaz en partant et est-ce que tu prends la pilule. Non, mais c'est violent parce que dans une vie, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Moi, parfois, je décide de faire un truc chez moi, je vais dans une autre pièce, puis après 30 secondes, j'ai oublié ce que je suis venu y faire. Et là, on me demande ce que je vais faire pendant les 40, 50, 60 prochaines années. C'est absolument impossible. Surtout que j'ai l'impression, et aujourd'hui, on a un bon exemple, que maintenant, on choisit plus pour une vie. On choisit ce qu'on veut faire comme projet, comme trajectoire, comme tranche de vie. On fait des pauses, on s'arrête. Il y a des métiers qui changent. Il y en a d'autres qui sont inventés, d'autres qui n'existent plus. Je pense que si tu es un spécialiste de Minitel dans les années 90, tu as eu intérêt à prendre Internet assez vite quand même, parce que 3615 ULA, ça sert plus à rien quand tu peux aller sur Alta Vista chercher Cindy Crawford. Il n'y avait pas encore YouPorn et Google. Et donc, moi je trouve que c'est beaucoup plus rassurant de se dire qu'est-ce que je vais faire pendant les 1, 2, 5, 12 prochaines années. 12 années, c'est 3 Coupes du Monde. Ça va, enfin, il y aura certains des mêmes joueurs, donc, surtout dans l'équipe suisse. Donc on arrive à se représenter. Je trouve que c'est une bonne mesure. Et du coup, à la fin de mes études, j'ai réalisé que j'avais pas envie de bosser là-dedans. J'avais pas envie de bosser dans la banque, la finance, comment dire ça, sans vexer la première industrie de Suisse. C'était plutôt mon plan B, Z. Et je me suis à nouveau tourné vers les philosophes. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais faire, et j'ai réalisé que j'aimais bien quand les gens rigolaient, et j'aimais bien écrire. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a un métier qui combine ces deux choses? Pour moi, humoriste, c'était pas un métier, parce que c'était pas dans les fascicules d'orientation professionnelle. Ça passait directement de hôtesse de l'air à huissier de justice. Donc c'était... Oui, huissier de justice, c'est avant, mais ne laissez pas la vérité venir en travers d'une bonne blague. Et pour moi, c'était pas un truc pour moi, parce que je voyais les humoristes à la télé, ils savaient chanter, ils savaient danser, jouer la comédie, souvent ils étaient beaux. Je regardais la télé française. Et moi, j'ai ce visage qui a plus ou moins la palette émotionnelle d'un tétraplégique, et c'est méchant. Et c'est méchant pour les tétraplégiques. Et après, j'ai découvert les humoristes anglais, les humoristes américains, et du coup, j'ai commencé à écrire, et en même temps, je bossais comme comptable, ce qu'a dit Pierre. Et plus je faisais de la compta, plus je réalisais qu'il fallait que l'humour, ça marche. Et l'entreprise pour laquelle je faisais de la compta a fait faillite. Donc le choix s'est imposé, je suis devenu humoriste professionnel il y a à peu près 4 ans et demi. Et je suis vraiment désolé, mais je vais dépasser. Et du coup, ça fait 4 ans et demi que je fais ce métier, et je pense que 2 fois par jour, on me pose la question suivante. Alors, non. Et je vais passer dans les rangs tout à l'heure. Si vous pouvez faire un petit geste, parce que moi j'ai rien mangé depuis lundi. Non, j'ai de la chance. J'ai commencé bénévolement, après t'as des cachets un peu symboliques, après un peu plus. Maintenant ça marche très très bien. Je suis pas riche. Je pense qu'avec mes choix de carrière, je le deviendrai jamais, si j'accepte de venir gratuitement à Fribourg. Mais j'ai suffisamment de côté pour que le jour où j'ai fini de vexer toute l'Europe, j'ai un petit peu de côté avant de me retrouver à la rue, et puis après je ferai autre chose, je sais pas, j'irai construire une yourte, je deviendrai pasteur, et je referai un TED Talk pour en parler. Mais j'aimerais un peu terminer sur un truc un peu plus général, de dire que l'argent, j'ai l'impression qu'on y pense trop. J'ai l'impression que l'argent c'est bien, mais le temps c'est mieux. Non, mais parce que là, j'ai pas trouvé de citation de rappeur, parce qu'ils aiment tous l'argent, donc j'ai pas trouvé un rappeur qui critiquait l'argent. Donc j'ai dû reprendre de mes vieux textes. Non, c'est peut-être des cas extrêmes, mais moi j'ai l'impression que j'ai certains amis qui travaillent dans l'audit, dans les banques, qui sont dans une espèce de spirale infernale où ils bossent 60, 70 heures par semaine, ils gagnent 8, 9, 10 000 francs par mois à notre âge, et ils sont obligés de commander des trucs sur Internet qui se font livrer au bureau parce qu'ils vont plus à la maison. Et on se demande vraiment si c'est ça qu'il faut faire, si
à aller comme ça, on va pas se retrouver à 90 ans. Enfin, soyons honnêtes, avec mon hygiène de vie à 70 ans. Et se dire, ah ben merde, c'était nul en fait, et retourner à la sauvegarde de nos 20, nos 30, nos 40 ans, parce que vous êtes vieux. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on réfléchit pas à l'envers? Est-ce qu'il faudrait pas mieux se demander comment on va vivre notre vie plutôt que de se demander comment on va la gagner? Et oui, on dirait un peu une citation de Paulo Coelho qui est sur l'Instagram d'une fille de 15 ans. Et c'est pour ça que, voilà, je l'ai... C'est pour votre Instagram, si jamais... Mais je trouve que c'est important de se poser cette question-là parce que de trouver un truc vraiment qui se fait plaisir tous les matins. Et moi, c'est me recoucher. Donc j'ai trouvé un métier où c'était possible et je suis vraiment content de ça. Et non, parce que, alors, il y a peut-être des gens dont c'est la vocation d'être comptable. J'en ai rencontré. Ne leur parlez pas, mais il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui se résignent, qui vont au boulot le matin en attendant le soir, le lundi en attendant le vendredi, à la rentrée en attendant les vacances, et puis la retraite, puis après ils arrivent à la retraite et ils savent plus comment dépenser tout ce temps qu'ils ont tout à coup. Donc j'ai l'impression qu'il faut quand même se poser la question, et c'est peut-être extrêmement pourri gâté et naïf de se dire ça, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont coincés dans des boulots qu'ils n'ont pas l'occasion de changer parce qu'ils sont obligés. Mais j'ai l'impression que surtout quand on est jeune, on peut vivre avec beaucoup moins d'argent que ce qu'on croit, et quand on enlève cette contrainte-là, nos envies deviennent beaucoup plus claires. Et surtout, j'ai beaucoup de potes, j'ai l'impression que leurs loisirs, ils les préfèrent à leur métier, mais ils en feraient jamais leur métier parce qu'ils ont l'impression que c'est pas possible. Moi, je pense qu'il faut essayer. Il faut pas essayer à moitié, il faut essayer à fond. Je me suis tourné vers les autres philosophes modernes qui sont les humoristes. Et c'est important, ça, c'est vraiment important de bien travailler et d'être sympa avec les gens. Parce que si t'es Lionel Messi ou Rihanna, tu peux être un connard. Parce que les gens sont obligés de travailler avec toi, il y en a qu'un de chaque. Mais si t'es pas Lionel Messi, sois sympa avec les gens, ça passe par un rien, c'est se rappeler d'un prénom, c'est dire bonjour, c'est faire un sourire, une petite blague. Parce que les gens, ils préfèrent bosser avec quelqu'un, s'ils ont le choix de bosser avec quelqu'un de compétent et sympa, ou de compétent qui est un connard, ils vont choisir assez facilement le mec sympa. Et soyez aussi sympa, ce qui n'est pas le cas sur cette photo, avec vous-même. Et c'est ma dernière citation, je vais terminer là-dessus, parce que parfois on est extrêmement dur avec soi-même, mais il ne faut pas oublier, voilà, que personne d'autre ne sait ce qu'on fait exactement. On est tous un peu paumés, on fait tous des conneries. Je crois que cette photo de Ricky Gervais, c'est un assez bon exemple. Et du coup, il faut pas être trop dur avec soi-même. Il faut se laisser échouer de temps en temps. Et il faut se dire que personne ne peut prédire l'avenir. On peut écouter tous les TED Talks du monde, on ne saura jamais de quoi sera fait demain, surtout si c'est le mien qu'on écoute. Et moi, la moitié du temps, je ne sais pas ce que je fais, mais qu'est-ce que je me marre. Et j'espère que vous êtes un peu marrés aussi. Merci beaucoup de m'avoir écouté.